Voilà donc cette condamnation tombée aujourd'hui. Alexandre Benalla, chargé de mission à l'Élysée, ex-chargé de mission, chargé de la protection du président Macron, condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme sous bracelet électronique pour les violences commises sur des manifestants place de la Contrescarpe à Paris le 1er mai 2018. Tout le monde se souvient de ces images, on les a vues et revues. Ce qu'on constate ce soir, c'est cette condamnation à 3 ans, dont 1 ferme, alors que l'accusation avait requis 18 mois avec sursis. Benalla, c'est l'affaire dans l'affaire, surtout qu'il y a d'autres affaires Benalla, Victor Chabert. Oui, Pierre, Alexandre Benalla a donc été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme sous bracelet électronique. Il est condamné pour les violences du 1er mai 2018, mais aussi pour avoir porté un pistolet sans autorisation en 2017 à Poitiers. La justice lui reproche également d'avoir utilisé, après son licenciement de l'Élysée, 2 passeports diplomatiques et réalisé un faux document afin d'obtenir un passeport de service. L'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron est concerné par 2 autres procédures en cours. La première sur des soupçons de dissimulation de preuves dans le cadre de l'enquête sur les violences du 1er mai. Les investigations portent sur le coffre-fort qu'Alexandre Benalla utilisait pour stocker ses armes, coffre-fort qui n'était plus dans son appartement lors de la perquisition. La seconde procédure concerne un soupçon de faux témoignage au moment de son audition au Sénat. Le nom d'Alexandre Benalla apparaît aussi dans une affaire du parquet national financier pour sa supposée participation dans la signature d'un contrat entre un oligarque russe et la société de sécurité de son ami Vincent Kras, ex-salarié de La République En Marche, également jugé pour les violences du 1er mai. Dans ce dossier, Alexandre Benalla est soupçonné de corruption. Merci Victor Chabert. Je ne sais pas ce qu'en pensent nos débatteurs. Alexandre Benalla, alors vous allez me prendre pour un fou, mais c'est vrai que c'est un personnage romanesque, quoi. On pourrait bientôt en faire une fiction. Je me demande si c'est pas d'ailleurs dans les tiroirs de quelques maisons de production. C'est quoi? C'est une peine pour l'exemple? C'est une peine ad hominem? Comment est-ce que vous voyez les choses? Philippe Guibert, pardon. Moi j'ai le sentiment d'une dérive individuelle. Finalement, au moment de cette affaire, c'était en juillet 2018, sauf erreur de ma part. On avait beaucoup parlé d'affaires d'État. C'était le 1er mai 2018, hein, la Contrescarpe. Oui. Et ensuite, il y a eu effectivement d'autres affaires. L'affaire est sortie juste après la Coupe du Monde, le surlendemain, je crois, de la finale de la Coupe du Monde de 2018, par un article du journal Le Monde dans la soirée. On avait beaucoup parlé d'affaires d'État. Je constate que là, il est condamné sévèrement. Il est condamné personnellement. Je ne vois pas dans ce jugement et dans cette condamnation, une condamnation du système élyséen. Donc il y a eu une dérive individuelle incontestable. Il y a sans doute eu un défaut de contrôle de sa hiérarchie sur son évolution, sur sa dérive. Mais finalement, cette affaire, elle a des conséquences pour lui. Mais pour l'Élysée, pour Emmanuel Macron, elle a surtout eu des conséquences politiques. Moi, je me souviens que... Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme, justement, vous parlez de l'Élysée, est-ce qu'il n'y a pas une forme de vouloir se laver les mains, c'est-à-dire même avec le détergent le plus puissant, en se disant, ben voilà, finalement, aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la réaction de l'Élysée, mais il doit y avoir Jacques Serret, une sorte de satisfecit, non, quelque part oui, non ? Oui et non, parce que symboliquement, quand même, il faut se souvenir et du contexte de l'époque, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, au moment où l'affaire sort, il prend la défense personnellement d'Alexandre Benalla. Il faut se souvenir de ces mots. Il était devant une centaine de députés un soir, quelques jours après la révélation de cette affaire. Ça a été un cas isolé. Il avait eu cette sortie qu'ils viennent me chercher, en parlant des journalistes qui avaient sorti ça. Ça lui avait coûté très cher politiquement. Et quand on remet aujourd'hui ces paroles dans le contexte juste après cette condamnation, au final, on peut dire que c'est un coup dur quand même pour la Macronie. Alors, c'est un symbole, c'est une condamnation très personnelle pour Alexandre Benalla, mais voilà, c'est une condamnation ferme, oui, mais ça reste que de l'ordre du symbole, dans le sens où c'est 3 ans ferme, mais 1 an ferme, pardon. La peine, Jeannette Bougra n'est pas d'accord. La peine est lourde. Mais concrètement, il ne dort pas en prison ce soir, il rentre chez lui, il va pouvoir dîner. 1 an de prison ferme, avec sursis, la moindre difficulté, il passe par la case prison. Donc là, il est sous bracelet électronique, ça sous-entend qu'il ne veut pas faire appel, et c'est le début d'une longue procédure. La réquisition, c'était 1 an et demi, avec sursis. Là, on est à 3 ans. Avec une peine ferme. Mais c'est assez difficile parce que la séquence politique ne s'est pas limitée aux déclarations un peu d'Emmanuel Macron à la Maison de l'Amérique latine en disant qu'ils viennent me chercher autour de ses collaborateurs, de ses fervents partisans, où on était un peu... C'était hallucinant de voir un chef d'État de dire qu'ils viennent me chercher comme si on allait prendre le siège de l'Élysée. Enfin, on est d'accord,
c'est pas du tout ce qu'il pense aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, quand il regarde rétrospectivement Emmanuel Macron. Regardez les séquences qu'il y a eu, la commission d'enquête, les débats à l'Assemblée nationale, au Sénat, la présidence de Philippe Bas, comment les institutions ont eu du mal en réalité, et on a l'impression que le seul qui est aujourd'hui sanctionné, c'est Alexandre Benalla. Donc il était jeune, il était donc Philippe Bas, il va s'en souvenir, je pense, de cette audition. Je pense que ça, quand même, ça l'a marqué. Mais c'était aussi une question démocratique, c'est-à-dire notamment la capacité des institutions d'être des contre-pouvoirs. Et on se souvient également de vos confrères du Monde, Ariane Chemin, qui a eu quelques difficultés par la suite. Et donc c'était assez inquiétant parce que certains journalistes ont été invités, je ne sais pas comment on dit dans le milieu, mais c'était pas si évident que ça. Il y a eu quand même beaucoup de pression. Oui, je suis d'accord, et le jugement est très sévère, et je pense que c'est bien qu'il soit très sévère. C'est quand même un ancien chargé de mission de l'Élysée qui est condamné très sévèrement à de la prison ferme, même si c'est sous forme de bracelet électronique. Mais la prison ferme, ça reste un symbole. Oui, mais c'est un casier judiciaire. Il n'en demeure pas moins que judiciairement, je ne vois pas d'autres personnes mises en cause au sein de la structure Élysée, au sein de l'institution Élysée, mais que pour Emmanuel Macron, c'est bien cette phrase qu'il vient de me chercher qui lui aura coûté si cher dans son quinquennat. Il faut se souvenir que... Pour vous, il n'aurait pas prononcé cette phrase, il y aurait eu moins de dégâts, si j'ose parler de dégâts, dans la Macronie. Et il le paye très très cher au moment des Gilets jaunes. Souvenez-vous des Gilets jaunes qui reprenaient ce slogan en disant oui, on vient de chercher. Ouais. La petite histoire de ce discours est intéressante si on a 15 secondes là-dessus. Puisqu'il avait un discours... si vous voulez. Non, mais parce qu'il avait un discours écrit où il assumait en disant personne n'a commis de faute hormis moi. Son discours devant les députés, les parlementaires à l'Amérique latine, c'est j'assume parce que c'est moi qui l'ai choisi et il y a personne d'autre qui est responsable. Et il ajoute, parce que ça c'est pas écrit dans son discours, il ajoute dans une sorte de bravade, pour pas dire de bras d'honneur, tout à fait déplacé, c'est un péché d'orgueil et d'arrogance, il ajoute cette phrase qu'ils viennent me chercher, ce qui est une façon de signifier aux gens, de toute façon je suis président de la République et vous pourrez pas venir me chercher. Et il a payé très cher politiquement, c'était dans la partie de son quinquennat, le Macron arrogant. Je crois qu'il a compris ensuite combien ça lui avait coûté cher. Je crois, en tout cas, il le montre moins dans sa communication. Un chef d'État pendant ses fonctions, le seul cas où il peut être poursuivi, c'est haute trahison. Donc il peut très bien, il peut dire, c'est tout à son honneur, lui dit je suis le seul responsable, mais il sait pertinemment que derrière ne peut pas être poursuivi, ne peut pas être sanctionné, qu'il ne peut pas. Et donc, et on sait très bien à quel point certains de ses collaborateurs ont refusé de répondre à des questions à des sénateurs. C'est-à-dire qu'ils sont devant une commission d'enquête, alors qu'on ne peut pas dire que cette histoire-là soit couverte par le secret défense. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des intérêts stratégiques fondamentaux de la défense pour que des collaborateurs du président de la République refusent de répondre à des commissions d'enquête du Sénat. Et on l'a vu, le vrai problème, c'est effectivement ce régime quasi présidentielle, où en fait on a une forme de godillot à l'Assemblée nationale et de contre-pouvoir au Sénat. Donc c'est-à-dire, j'ai pas compris ça. Parce qu'en réalité, vous vous souvenez très bien de comment la commission d'enquête à l'Assemblée nationale a été menée, c'est-à-dire au pas de charge pour aller plus vite, à refuser que certaines auditions soient faites. Donc c'était pas si évident que ça. Alors qu'au Sénat, effectivement, c'est l'opposition. Donc, mais il y a aussi des élus. Je parlais de roman tout à l'heure. Cette audition qui a été d'ailleurs télévisée au Sénat avec Philippe Bas, c'était absolument dantesque. C'est-à-dire que c'était sans précédent, c'était totalement, j'allais dire, fictionnel. Jacques Serret, j'imagine, vous étiez même pas derrière votre télé, vous étiez sur place avec les micros pour attendre, pour voir ce qui leur sortait. Mais on avait un Philippe Bas totalement décontenancé, parce que Benalla répondait extrêmement court. Voire pas aux questions. Il répondait bien en fait, parce qu'en réalité ce gosse, parce qu'il est jeune, il a recruté il a 26 ans. Oui, mais enfin vous voyez, non, il a quel âge? Oui, il est extrêmement. Il a quoi? Il a 30 ans, Benalla? 30 ans maintenant. Oui, c'est un grand garçon maintenant. Oui, je suis d'accord, mais compte tenu de mon âge, je peux me permettre de dire que c'est un gosse, voilà. Et non, c'est que c'est pas bel ami, mais un peu quand même. C'est-à-dire que il est pas bien né. Il bouscule les choses. Il a eu la une du Point, il a écrit un livre. Enfin, il est invité partout. En fait, il a un côté très débrouillard, ça d'ailleurs. Qui en fait d'ailleurs un personnage de roman. Intéressant. Il faut quand même se souvenir
tous les fantasmes qu'il y a eu autour d'Alexandre Benalla. Vous venez de citer Bellamy, de Maupassant. Je ne crois pas quand même que cette histoire soit... Elle a fait beaucoup travailler les imaginations, mais enfin, au bout du compte, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, je suis d'accord avec vous qu'il y a eu des dysfonctionnements de l'Élysée dans le contrôle hiérarchique de Benalla. C'est une évidence, ça, personne ne peut le contester. Enfin, à l'époque, on a fantasmé beaucoup de choses, on a été jusqu'à expliquer qu'il y avait quasiment une police privée à l'Élysée. On n'a pas vu la trace de la police privée. Donc, je crois qu'il y a une dérive individuelle d'un personnage effectivement romanesque, ça je vous le concède bien volontiers, mais que du point de vue judiciaire et sur l'état de droit, les conséquences sont concentrées sur Alexandre Benalla. En revanche, je le répète, pour Emmanuel Macron, l'année 2018-2019 qu'il vienne me chercher, il l'a beaucoup entendu. Et ça a marqué le quinquennat finalement, cette affaire. Ça l'a marqué, et c'est intéressant au final que cette condamnation tombe aujourd'hui finalement à 5-6 mois, 5 mois et demi. Du premier tour, 5 mois et demi. Et au final, oui, c'est la condamnation d'un homme aujourd'hui. Mais ça va être intéressant de voir comment les oppositions à Emmanuel Macron réagissent à cette condamnation. Pour l'instant, honnêtement, c'est tombé tout à l'heure. Il n'y a pas foison, peu. Mais ça veut dire ça veut dire quand même qu'on pèse ses mots dans l'opposition, parce que il faut les choisir. Ce qui va donner lieu, je pense, à plus de débats, c'est le coffre-fort qui disparaît, c'est comment est-il possible. Ce que rappelait Victor Chabert, parce qu'il y a l'affaire dans l'affaire dans l'affaire dans l'affaire. C'est les poupées russes avec Benalla. C'est pas permis. Mais non, mais c'est les autres. Il va enchaîner des condamnations, en fait. Donc là, vous trouvez que c'est pas beaucoup, cher ami, mais ils vont en avoir. Moi, je regarde concrètement, en fait, parce que après, ça participe, selon moi, à un certain décalage entre les Français et la justice. Ça, c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais concrètement, entre les peines prononcées et les peines effectives, dans la compréhension de la justice par les Français, ça c'est un autre débat, mais concrètement, quand on voit les condamnations des politiques, on voit Sarkozy, Desca, alors qu'ils soient coupables ou non, mais entre les peines prononcées et ce qui est fait concrètement, ça a une forme d'incompréhension finalement, parce que concrètement, certes, il est condamné à 1 an de prison ferme, il va rester chez lui, ce soir il est chez lui, il ne se passe rien. Alors soit il est vraiment condamné, soit il ne l'est pas, soit il est coupable, soit il ne l'est pas. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas le bracelet électronique, il n'y a pas le mandat de dépôt directement, je crois. C'est ça, c'est à domicile seulement. Mais, ce qui ne fait pas appel. Mais voilà, ça c'est un autre débat, mais je pense que ça participe au fond. Maxime Yeddo, nous vous saluons. Est-ce que vous allez bien? Parce que j'ai mentionné votre accident à l'antenne tout à l'heure. Vous avez eu un accident de VTC. Oui, enfin moi j'ai rien eu, mais le VTC en question, oui, mais tout va très bien, merci. C'est la voiture qui a abîmé, c'est pas vous. Et lui non plus, donc tout va bien. J'ai pas vérifié, mais tout va bien. Bon, voilà, écoutez, ça donne quand même une idée de la circulation dans Paris. Voilà. On parlait d'Alexandre Benalla, ça vous intéresse? Bien sûr, oui, j'ai suivi le débat attentivement parce que j'avais que ça à faire. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais il me semble qu'il y a quelque chose quand même de très intéressant qu'on oublie de relever. C'est-à-dire, est-ce que finalement le fond de cette affaire a été résolu par ces décisions de justice? J'entends par là que le problème majeur d'Alexandre Benalla n'est pas tellement, en quelque sorte, tout ce qu'il a fait, même si c'est une partie du problème. Le véritable sujet, c'est de savoir comment un type comme ça, qui s'est fait tout seul, c'est quand même ce qu'il a passé son temps à dire un peu partout, en commission d'enquête. On l'a dit avec Jeannette Bougrat. Donc vous avez mal écouté. Non, mais ce que je veux dire, c'est comment un type comme ça a pu aujourd'hui se glisser jusqu'au dans les rouages de l'Élysée, avoir en quelque sorte... C'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois dans l'histoire. Oui, non, mais d'accord, mais c'est pas parce que c'est pas la première fois. C'est parce que vous avez encore des dents de lait, et vous n'avez pas encore l'historique de tous ceux qui ont réussi à... Ça commence très fort. Est-ce que j'ai bien fait de venir? Non, mais ce que je veux dire, c'est je sais bien que pendant un temps, vous êtes une époque qui vous êtes habitué à avoir des barbouzes dans l'entourage du président de la République. Mais je veux dire, c'est pas une raison c'est pas parce que ça s'est fait dans le passé que ça doit c'est quelque chose qui peut se poursuivre. Honnêtement, je prends un parti Jeannette Bougrat qui a été secrétaire d'État. Je pense que on peut parler de barbouzes si vous voulez, on peut parler de protection rapprochée si vous voulez, on appelle ça comme on veut. En l'occurrence, ça s'appelle des VO, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une protection présidentielle. Elle existait avant, elle existe toujours, elle existera dans le futur. Non, mais bien sûr, mais une fois de plus, après, il y en a un qui est... Oui, il était chef de cabinet adjoint, mais il y a plein de choses dont on ne sait toujours pas comment elles sont arrivées là. Tout le monde a dit qu'il y avait quand même beaucoup de choses qu'il faisait sans que ça passe par les institutions ou par les étapes de contrôle nécessaires, notamment quand il s'occupait des déplacements de la République. Même lui, il le dit que c'était totalement... chef de cabinet adjoint. C'est le rôle d'un chef de cabinet de s'occuper des déplacements d'un ministre, d'un président. Mais il y avait une hiérarchie au-dessus de lui. Il y avait quand même beaucoup d'attributions, notamment par exemple sur l'arme ou sur les passeports diplomatiques.
et devant la commission d'enquête et devant la justice, ce sont des attributions qui ne sont quand même pas un chef de cabinet. Après, c'est un problème de connaissance du fonctionnement d'un cabinet ministériel ou d'un secrétariat général. Oui, mais moi je peux vous... Chacun est à son échelon. Jeannette Bougrabe n'a pas encore été président. Oui. Non, j'ai dit encore. Non, mais c'était, si je prends mon cas personnel, c'était le chef de cabinet qui s'occupait des passeports en tant que secrétaire d'État. Donc les collaborateurs avaient des passeports diplomatiques. Donc c'est des attributions qui sont classiques. La seule chose que vous lui reprochez, c'est en gros, vous lui dites il a pas fait d'études, il s'est fait tout seul. Non, moi je reproche pas ça. C'est pas moi, c'est surtout pas moi qui lui reproche ça. Non, mais en gros c'est une barbouze. Enfin, écoutez. Non, mais c'est comme ça qu'il a été qualifié. Maintenant, si on trouve normal que quelqu'un qui ne soit pas réellement dans les institutions depuis le début, dont on ne sait pas d'où il vient, oui, mais qui est au début chargé de la sécurité au sein de la République en marche, etc., se retrouve d'un coup avec une arme dont on ne sait pas trop d'où elle vient, ni comment il l'a eu, et avec des passeports diplomatiques, moi je ne nie pas le fait que ce soit une attribution normale, mais qui se retrouve avec ça dans les mains, d'un coup, sans qu'on en ait la justification, ça me paraît étrange, c'est tout. Philippe. Ah non, mais on est bien d'accord, c'est une dérive dangereuse et inadmissible qui justifie justement qu'il soit condamné. À ma connaissance, dans les entourages de président de la République, puisqu'effectivement, c'est pas tout à fait un VO, c'est un chef de cabinet adjoint. Et donc, c'est un collaborateur du président de la République. Un peu flou. Je ne vois pas beaucoup de précédents, mais il y en a peut-être. Je ne vois pas beaucoup de précédents de collaborateurs de président de la République condamnés dans les 3 ans qui suivent l'affaire. Donc, je comprends ce que vous dites en disant que c'est tout à fait anormal ce qui s'est passé. Non, mais dans les précédents, pardon, parce que chacun y va de sa petite phrase. Ce que je disais, moi, en l'occurrence, c'est que dans les précédents, c'est pas le premier qui arrive à gravir des échelons. Ah non, c'est pas le premier. Je parle pas de la condamnation. Et je parle du fait qu'il arrive à gravir les échelons, pas forcément selon un schéma, que ce soit un recrutement du RAID ou du GIGN. Voilà. Non, et puis on se plaint qu'en politique, il y a que des technocrates et des gens qui sont passés par là. C'est une bonne chose aussi qu'il y ait des parcours qui soient des parcours plus personnels, plus militants, qui échappent au circuit des grandes écoles. Alors nous allons refermer ce chapitre sur Alexandre Benalla et je peux vous dire en tout cas qu'on va en reparler bien sûr bientôt. Jacques Serret, Maxime Yeddo, Jeannette Bougrabe sont là, Philippe Guibert également dans un instant. La politique migratoire du gouvernement, tout de suite.